Thomas Edison, ce nom, tout le monde le connaît, c'est presque un synonyme d'invention, de lumière. Mais derrière cette icône, l'histoire est bien plus complexe. On parle d'un pionnier, bien sûr, un pionnier de l'électricité, du cinéma, du son, mais aussi d'un industriel redoutable. Alors la question se pose, qui était vraiment Thomas Edison? Le magicien qui créait des merveilles dans son labo ou un entrepreneur acharné prêt à tout pour écraser la concurrence? C'est ce qu'on va explorer, les deux facettes de ce personnage hors du commun. Allez, on commence par le mythe. L'image qu'on a tous en tête, c'est celle du génie solitaire, capable de sortir des miracles technologiques de son chapeau. C'est l'image du fameux sorcier de Menlo Park. C'est la presse qui lui a donné ce surnom, et ça a complètement forgé sa légende. Ça donne une impression de magie, comme si ses inventions sortaient de nulle part, juste de son esprit. Mais la réalité, comme souvent, était bien différente. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut gratter un peu le vernis et revenir à ses débuts. Loin de l'image du savant en blouse blanche, Edison, c'était d'abord un jeune homme avec une ambition et une détermination incroyables. Son parcours scolaire, il a été très très bref. Au bout de 3 mois, on l'a renvoyé, jugé trop curieux, trop agité. Heureusement pour lui, sa mère était enseignante. C'est elle qui a pris son éducation en main et qui a nourri cette curiosité insatiable en lui donnant accès à des livres de sciences qu'il a littéralement dévorés. Et là, tout s'accélère. Très jeune, on voit déjà qu'il a cette double casquette, le côté scientifique et le sens des affaires. Il ne se contente pas d'apprendre, non, il applique, il vend, il innove. Son expérience de télégraphiste, par exemple, va être absolument déterminante pour la suite. C'est là qu'il va apprendre une leçon, et à la dure. Son tout premier brevet, c'était une machine pour compter les votes au Congrès. Le problème, elle a été refusée parce qu'elle était trop efficace. Les politiciens de l'époque préféraient la lenteur du système pour avoir le temps de négocier. De cet échec, Edison a tiré un principe qui guidera toute sa carrière. Une invention doit toujours répondre à un besoin commercial. Et on en arrive à ce qui est peut-être sa plus grande innovation. Et non, ce n'est pas un objet, c'est une méthode. Edison a tout simplement industrialisé le processus d'invention. Parce que Menlo Park, attention, ce n'était pas juste un petit atelier de bricoleurs, c'était un système, une véritable usine où des dizaines de chercheurs, tous salariés, travaillaient sous sa direction sur une 40aine de projets en même temps. C'est là que le mythe du génie solitaire s'effondre pour révéler l'organisateur, le manager de l'innovation. Et les résultats, tenez-vous bien, 1093 brevets américains déposés à son nom. Ce chiffre est juste stupéfiant. Ce n'est pas le score d'un seul homme, c'est le rendement d'une machine à innover qu'il a conçue de A à Z. Et de cette usine, qu'est-ce qui est sorti? Eh bien, des choses qui ont changé nos vies. Le phonographe, l'ampoule électrique viable commercialement, la caméra de cinéma, toutes ces inventions iconiques sont nées d'un processus de recherche organisé, méthodique et financé. Menlo Park a littéralement sculpté notre monde moderne. Inventer, c'est bien, mais Edison, lui, il voyait plus loin. Il a su transformer ses inventions en un empire industriel gigantesque, ce qui montre bien encore une fois qu'il était autant un homme d'affaires qu'un inventeur. De sa première compagnie d'électricité à General Electric, il y a une ligne directe. Il n'a pas seulement vendu des ampoules, il a construit toute l'infrastructure pour les faire fonctionner, créant de fait un marché qui n'existait pas. Et pour se faire une idée de l'échelle, son nouveau complexe de West Orange, qui a remplacé Menlo Park, c'était juste énorme. Plus de 5000 employés, 14 bâtiments, on est très très loin du petit labo dans le sous-sol de ses pins. Mais voilà, ce succès fulgurant a aussi sa part d'ombre. Un épisode en particulier a révélé le côté le plus sombre, le plus impitoyable d'Edison, la fameuse guerre des courants. C'était un vrai combat de titans. D'un côté, le courant continu d'Edison, qu'il maîtrisait parfaitement. De l'autre, le courant alternatif, promu par son ancien employé, un certain Nikola Tesla, et son grand concurrent George Westinghouse. L'alternatif était beaucoup plus efficace pour transporter l'électricité sur de longues distances, mais Edison y voyait une menace directe à son empire. Et c'est là que la bataille commerciale dérape complètement en campagne de dénigrement. Pour associer le courant alternatif à l'idée de danger mortel, Edison a organisé des démonstrations publiques absolument terribles, où il électrocutait des chiens, des chats et même un éléphant, tout ça pour marquer les esprits. La conséquence la plus sinistre de cette guerre, c'est que ces démonstrations ont inspiré l'utilisation du courant alternatif pour la chaise électrique. Edison a même suggéré de l'appeler la Westinghouseisation. C'est dire. Au final, c'est le courant alternatif qui a gagné, mais cet épisode a durablement sali son image. Alors, au final, que retenir d'un personnage aussi complexe? Au-delà de ses inventions, une par une, son impact le plus durable est peut-être ailleurs.
C'est là qu'on touche à son vrai génie. Il ne pensait pas en termes de produits, il pensait en termes de système. Après tout, une ampoule, ça ne sert à rien sans prise et sans centrale électrique. Un film, ça ne sert à rien sans studio pour le tourner et sans salle pour le projeter. Edison n'inventait pas des objets isolés, il créait des industries entières. On en revient donc à la question de départ. Sa plus grande révolution, finalement, ce n'était peut-être pas le phonographe ou l'ampoule, c'était l'invention de l'innovation moderne elle-même. Un processus systématique, collaboratif et entièrement tourné vers le marché. Une méthode qui, pour le coup, a vraiment changé le monde pour toujours.